Donc en fait, j'ai pris comme billet pour intervenir à la fin de ce séminaire qui traitait de Platon et de Google. J'ai pris comme billet le travail que j'avais fait aussi pour Bernard. C'était un travail d'indexation. Et ce travail d'indexation a été aussi une expérience philosophique, pour ainsi dire, parce que, bon, au début, j'en avais parlé d'ailleurs à Bernard, j'avais indexé énormément sur un très court laps de temps. Finalement, je me suis réduit à l'essentiel. Alors, bon, cette expérience-là a été l'impulsion pour ce texte. Donc, oui. Il s'agit de l'indexation des cours de l'école. Dont on parlera. Avec le logiciel Ligne de temps, dont on reparlera après-demain, puisqu'on fera un atelier auquel Paul participera d'ailleurs, et un certain nombre d'autres personnes qui sont ici, qui ont aussi contribué à utiliser ce logiciel. Donc voilà, c'est juste pour préciser pour les personnes qui ne savent pas. Et donc, en fait, la vulgate, pour ainsi dire, de l'ère informatique, c'est que, concernant l'indexation, on pourrait se contenter de l'aléatoire ou de l'accidentel, voire que ce serait mieux. Le succès de Google en est la preuve. Mais lorsqu'on s'apprête à faire un index, très vite, du moins du point de vue philosophique, on se réduit à indexer l'essentiel. Et le fait qu'on s'intéresse à l'essentiel pose un problème du point de vue de tout ce qu'on discute ici et qui met en question toute cette logique à partir de la déconstruction et ce qui s'ensuit. Alors, je me proposais de reprendre la question de l'essentiel à partir de l'analyse qu'en fait Aristote dans Métaphysique Zeta, parce que Aristote, en fin connaisseur de Platon, est amené en fait à poser les mêmes questions que celles qui ont été annoncées dans le séminaire par rapport à l'eidétique, à la doctrine des essences de Platon. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'Aristote essaye de faire quand il parle de l'essence, c'est de comprendre de façon apodictique la dialectique de Platon. Il essaye en fait de trouver des raisons à cette eidétique, de trouver des raisons et des causes, comme on va voir, à cette doctrine des essences. Et alors, le texte de Métaphysique Zeta, c'est le texte où il propose, c'est le livre de la métaphysique, comme vous savez très bien, sans doute, où il propose donc de traiter directement de l'essence. Maintenant, il dit, l'essence se dit de plusieurs façons. Il dit qu'on dit de l'essence qu'elle est le général, l'universel, le katholou, le genre, génos. Elle se dit aussi la fidité, comme on a traditionnellement traduit, ce qui se dit en grec toti anainai, qui est une expression un peu originale, qui a très peu d'apparence, enfin aucune avant Aristote, et dont on pourrait dire beaucoup du diachronique et le synchronique qui sont intégrés dans cette expression. Et puis, finalement, aussi le hypokaimenon, ce que moi je traduis ici
comme le subsistant, ce qui est le plus souvent traduit comme le substrat, ou aussi comme le sous-jacent. Mais bon. On va s'en tenir à cette traduction de subsistant. Voilà. Donc, et Aristote dit tout de suite, en fait, le subsistant, c'est en fait ce qui est le plus évident. L'essence, c'est... pour identifier l'essence, c'est le plus évident de se tourner vers le subsistant, puisque le subsistant, c'est ce dont tout le reste est dit. Et ce dans quoi tout le reste est dit être. Donc, en fait, c'est le fond. Tout le reste se rapporte à cela. Mais tout de suite, il ajoute, et ça vient très vite, un doute. Il dit, mais c'est impossible, parce que, en fait, si on comprend l'essence comme le hypokaimenon, comme le subsistant, ce serait alors la matière qui serait l'essence. Et la matière n'a rien d'une essence, elle n'a pas le horiston, elle n'a pas la définition, elle n'a pas la particularité de l'essence. En fait, il va dire la matière se définit même comme ce qui n'a aucune qualité, et même pas la négation de ses qualités. Donc, en fait, très vite, cette figure de l'essence, qui est une figure usuelle, il le dit comme ça, est mise de côté. Mais après, il va se tourner vers la quiddité, vers le totianainai. Mais sans pour autant écarter la première signification. La première signification reste là. Et pourquoi elle reste là? C'est très simple. En fait, la signification de hypokaimenon, c'est ce dans quoi tout est et ce dont tout le reste est dit. Donc forcément, c'est la condition de possibilité, la condition nécessaire de possibilité de tout le reste. Donc aussi de la quiddité, donc aussi de toutes les autres significations, malgré qu'elle est insuffisante. Alors, bon, il reprend son analyse, il commence à dire ce que ce néologisme, chose rare pour Aristote, ce néologisme totianainai signifie, et il dit que c'est l'être par soi des choses. Mais alors, je veux quand même être un tout petit peu précis parce que, voilà, la quiddité de chaque chose est ce qu'elle est dite être par soi. Donc, c'est le par soi-même de la chose. Ce que chaque chose est dit être par soi. Mais comme l'essence, comme le projet d'Aristote, c'est de réinterpréter la dialectique de Platon de façon apodictique. Il ne se contente pas de chercher les significations de l'essence. Il ne se contente pas d'écarter le fondement subsistant. C'est presque une redondance. Il ne fait pas que ça, il cherche en fait à fonder. Parce que parler apodictiquement, penser apodictiquement, c'est penser de façon fondée, rationnellement fondée. Alors, la quiddité
ça peut bien être un deuxième usage ou une deuxième signification de l'essence, mais il faut encore la fonder. Il faut lui trouver un fondement. Il va donc essayer de chercher un autre fondement et il va la trouver dans la cause. Aition. Donc, il va chercher à expliquer que le par soi va être par ceci, par quelque chose de précis, quelque chose qui a la précision que justement le hypokaimenon, la matière, n'a plus, les qualificatifs qui sont perdus. Ce qui va nous amener à nous à penser avec Aristote sur ce qui nous a occupés pendant le séminaire, ce qui est de penser l'essence à partir de l'autre, de l'essence, ou par rapport à ce qui le fonde, comme autre. L'autre qui le fonde, pardon, pas comme autre. Voilà. Donc, en fait, il va, dans les secondes analytiques, commence en fait, le premier chapitre des secondes analytiques commence par une réponse à la question du Ménon, en disant qu'il faut toujours commencer par quelque chose. On ne peut pas commencer à partir de rien et dire c'est par soi. Non, non, c'est par ceci. Et ceci, c'est un autre. Ce n'est pas la même chose. C'est la cause. C'est la cause de quoi? De l'essence. C'est la cause de la quiddité. C'est la cause de l'être ce que c'est, comme traduisent les nouveaux traducteurs d'Aristote en français. Anciennement, on traduisait l'être ce que c'était, avec ou ce que ça a été, ou voilà, avec une notion qui est plus intéressante, je trouve. Bon. Voilà. Maintenant, je voudrais expliquer quelque chose que j'ai appris de mon maître à penser, Rudolf Böhm, qui a été l'éditeur des recherches sur le temps de Husserl, que Bernard connaît très bien, qui a été inspiré spécifiquement, ou le plus sans doute, par la crise, qui a été le premier livre qu'il a édité en tant que directeur des archives Husserl juste après la guerre, en 1952. Oui. Comme vous savez sans doute, Louvain, c'est un grand centre d'études aristotéliciennes depuis très très longtemps. Alors il a consacré sa thèse à Metaphysica Zeta, et principalement il a fait sa thèse sur ce problème que je viens d'énoncer, bien sûr, c'est ce que j'ai appris de lui. Mais après, ce qui est moins connu, parce que bon, ça c'est connu en France, ça a été traduit par Emmanuel Martineau. Mais ce qui est moins connu, c'est les conséquences ou ce qui s'est en suivi pour Böhm même, qui a continué dans cette direction à creuser ce passage, à creuser en fait la timidité d'Aristote et le double jeu d'Aristote. C'est pas un double jeu dans le sens qui serait ambigu volontairement, de façon métisse. Hein, non, je vais pas du tout dire ça. Je veux dire que Aristote s'avance en questionnant, il ne s'avance pas en répondant. Il ne pose que des questions finalement. Et lorsqu'il dit que ça ne va pas, que l'hypokaimenon ne peut pas être l'essence, il la garde quand même. Et lorsqu'il dira que ce sera la quiddité, mais c'est autant une question qu'une réponse. Maintenant, ce que Böhm a
trouvé par rapport à cela, c'est une chose qu'il appelle la différence fondamentale et qui est en fait une formalisation logique de ce qu'on vient de discuter là. Et qui a rapport à ce que sera la caractéristique de la cause. C'est-à-dire, en fait, il a compris, ou il a pensé devoir comprendre que la solution qu'Aristote va proposer, qui est la cause comme fondement de l'acridité, que, bien sûr, cette cause, c'est un autre fondement, c'est pas le hypokaimenon, c'est pas le fondement subsistant, mais il a partie liée avec ce fondement subsistant. Et cette relation, elle est très très simple en fait. On peut la dire en formalisant logiquement. Si on comprend que on peut aussi dire pour hypokaimenon le sujet, bien sûr, hein, le sujet. Si donc le sujet ou le hypokaimenon, c'est la condition nécessaire de possibilité, il s'agira d'un rapport entre la condition nécessaire de possibilité et la cause. Et alors Böhm dit, ce rapport, c'est un rapport entre fondements. Les deux sont fondamentaux. L'un est un fondement par rapport à l'autre, et vice-versa. Alors, les conditions, donc le hypokaimenon, conditionnent leurs causes, et les causes causent leurs conditions. Bon, ça ne dit pas grand-chose dans ce sens-là, bien sûr, mais ça aura des conséquences. Ça aura des conséquences éclairantes, surtout. Enfin, c'est une façon de porter un éclairage sur l'étrange revirement que sera, bien sûr, le genre, qui sera, en fait, la spécificité, la différence spécifique, qui sera le concept qui va de pair avec l'acridité, qui sera en fait la définition de ce que l'acridité dit en général. Non, pas en général, de ce qui est annoncé par l'acridité. Voilà, donc qu'est-ce qui va... bon, déjà, reprenons d'abord cette formule formalisée. En fait, cette formule formalisée dit que les causes causent leurs conditions. Comment les causes causent leurs conditions? En fait, librement. Parce qu'il y a des causes nécessaires, mais il y a des causes contingentes. Toutes les causes causent leurs conditions. Aussi, les causes contingentes. Je peux me marier avec quelqu'un, mais après, on est marié. Hein? L'eau, après, je vais venir sur l'eau, qui est un bon exemple d'une cause nécessaire. Justement, cette cause spécifique, cette cause formelle dont va parler la tradition après. Mais bon, si je dis se marier, etc., c'est pour introduire la notion de contingence. Bien sûr, dans le texte, je le fais d'une autre façon et de façon plus générale. Je peux dire que si dans le monde il n'y aurait pas de cause contingente, tout serait nécessaire, ce serait le fatalisme. Et à ce moment-là, bien sûr, le hypokaimenon serait le seul fondement. Mais dans un monde libre, dans un monde où il y a de la contingence, dans un monde où l'impossible est possible, dans ce monde-là, la cause peut être contingente. Néanmoins, elle cause ses conditions nécessaires. Et inversement, les conditions nécessaires conditionnent toujours tout ce qui se fait librement.
Bon, voilà. Donc, j'ai trop insisté là-dessus, c'est trop clair pour le répéter autant. Excusez-moi. Voilà. Donc, maintenant, évidemment, si on procède dans l'explicitation de ce que sera la cause, il faut penser ensemble la quidité et la cause. Ça veut dire, il faut penser ensemble le par soi-même et le par ceci. On doit essayer de penser comment quelque chose peut être soi-même à travers autre chose. Maintenant, ça pose, pour toutes les causes d'ailleurs aussi, pour les conditions, mais moins, ça pose le problème, bien sûr, de la distinction entre l'essentiel et l'accidentel. Alors, c'est à travers cette différence qu'on devra essayer d'avoir un éclairage sur ce qu'Aristote a réussi à faire et malgré tout n'a pas abouti. Donc, comme on a vu, dans le premier mouvement de Métaphysique Z, Aristote dit l'essence, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le subsistant. C'est insuffisant. Il se tourne vers la cause pour avoir une raison suffisante. La cause, c'est la raison suffisante, mais contingente. Le problème, c'est que cette contingence, Aristote va un peu la refuser. Il va se consacrer surtout aux essences. Il va surtout s'occuper de décrire tout ce qui est formellement nécessaire dans les essences. Donc, il va dire l'essence, c'est la différence spécifique. Et la différence spécifique n'est donnée par la cause que si cette différence est nécessairement donnée par cette cause et pas autrement. En d'autres termes, tandis que la cause semble introduire de la contingence, très vite, Aristote va investir cette cause avec une nécessité qui va retourner les rapports fondamentaux. Étrangement, la cause qui était contingente va devoir devenir nécessaire. On va s'intéresser seulement aux causes nécessaires qui seront les formes génériques de la matière. Alors, ça veut dire, en suivant la formalisation logique que proposait Böhm, que la contingence va se trouver de l'autre côté. Que si la cause est devenue nécessaire, c'est-à-dire une condition de possibilité, elle sera la condition de ce qui la cause. Mais qu'est-ce qui cause la cause à être ce qu'elle est? Aristote le dira, c'est la matière. Et étrangement, sur le parcours de 10 pages, toute la situation s'inverse et il va dire la matière, c'est ce qui cause les choses à être ou à ne pas être. Et en fait, toute la contingence va se trouver dans cette matière qui, initialement, à travers le hypokaimenon, était ce qui était la condition de possibilité, c'est-à-dire une condition nécessaire. C'était tout à fait nécessaire, maintenant c'est tout à fait contingent. C'est contingent au point qu'il va dire,
on ne peut rien en savoir. Et c'est intéressant de lire son texte à ce propos. J'espère que je le retrouve, bien sûr. Il dit en fait, je vais le dire par mémoire, je pense, parce que je ne vais pas le retrouver. Il dit que la matière qui cause quelque chose à être ou à ne pas être, qui sera la cause de cette forme générique de la matière, c'est le corruptible. C'est ce qui peut être ou ne pas être. Et c'est à cause de cela que, bien sûr, on dit que c'est contingent. Donc, le corruptible est ce dont on ne peut rien savoir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous affecte pas. C'est le contraire, puisque c'est la cause de ce qui est ou de ce qui manque cruellement. C'est ce qui nous affecte en premier. Et c'est bien sûr les choses sensibles, mais tout ce qui peut nous affecter. Et alors, la raison pour laquelle Aristote dit qu'on ne peut pas s'y intéresser, non, il ne dit pas qu'on ne peut pas s'y intéresser, il dit la raison pour laquelle on ne peut rien en savoir, c'est parce que même si on a dans notre esprit encore l'énoncé de ces choses, si on a encore l'image de cette chose, si on a encore l'idée de cette chose, on ne peut plus la vérifier. C'est comme le problème de la transindividuation. On a des choses, on parle de choses, on dit plein de choses sur des essences, etc. Mais on ne peut pas vérifier. Ça ne se vérifie pas parce que pour que ça puisse se vérifier, il faut que ce soit dans quelque chose qu'on connaît. Et qu'est-ce qu'on connaît? On connaît d'abord les choses sensibles, bien sûr. Et à partir de là, le reste. Donc, voilà. Je crois que j'ai dit l'essentiel, pour le dire comme ça. Peut-être on peut s'arrêter là et discuter